Deuxième partie de cette soirée consacrée donc aux élections législatives et au premier tour. Nous allons faire le tour des régions au cœur du Grand Est avant de retrouver dans quelques minutes vos antennes. Vague ou tsunami des marcheurs dans le Grand Est. Nous allons le savoir avec vous, Géraldine Dreillard, puisque vous nous allez détailler les résultats importants dans le Grand Est. Et on débute par la Lorraine avec ses 21 circonscriptions. Alors évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail des 21. Je vais en choisir quelques-unes qui sont intéressantes. Globalement, évidemment, les candidats à La République En Marche se placent au second tour. Le Parti socialiste est en difficulté. Un exemple, Paola Zanetti, dans la 7e circonscription de Moselle, est battue. Elle est PS, donc elle ne sera pas au second tour. C'était la députée sortante. Il y aura un duel En Marche Front National. Toujours en Moselle, autre résultat intéressant, Aurélie Filippetti, candidate pour le Parti socialiste, est éliminée. L'ancienne ministre de la Culture ne sera donc pas au second tour. En Moselle, toujours dans la 6e circonscription, un résultat qui était attendu. On est à Forbach. Florian Philippot, le numéro 2 du Front National, s'est donc qualifié pour le second tour. Il sera opposé à Christophe Arendt de La République En Marche et ils sont au coude à coude. Je crois que Florian Philippot est avec nous ce soir. Vous êtes, bonsoir, en tête, Florian Philippot, mais c'est très très serré pour vous. Oui, je suis en tête, j'en suis très heureux. Je remercie tous les électeurs avec un peu plus de 500 voix d'avance sur le second. C'est donc un duel face à un macroniste. Eh bien écoutez, je pense que c'est largement gagnable. Et notamment parce qu'on a eu une très forte abstention ici. Et je crois qu'il y a beaucoup d'électeurs de premier tour qui ont fait soit un autre choix, soit qui sont restés chez eux, qui vont se dire j'ai pas envie d'offrir un 500e député sur 577 à M. Macron. Ça ne sert à rien, il a déjà sa majorité. Il faut offrir une fonction de contrôle, d'opposition, d'alternative à l'Assemblée. Florian Philippot, on comprend bien qu'il va falloir pour vous mobiliser les abstentionnistes. Ça va être difficile quand même. Marine Le Pen a fait 33% au premier tour dans cette circonscription. Vous n'en avez que 23%. C'est relativement faible finalement. Oui, au niveau national, nous sommes passés vous le savez, de 21,5 à 13. Donc il y a une déperdition un peu partout. Je suis, ceci dit, en tête et j'en suis heureux. Maintenant, c'est gagnable, c'est jouable. Parce que, vous savez, beaucoup d'électeurs ne voudront pas que le régime minier prenne fin. C'est ce que veut faire M. Macron. Il veut le supprimer. Ils ne voudront pas qu'on augmente la CSG, qu'on fasse le travail, qu'on fasse venir énormément de migrants, comme l'envisage M. Macron. Ils voudront un député patriote d'opposition pour porter une alternative et porter une autre voix, une voix d'opposition aussi, de contrôle démocratique à l'Assemblée nationale. Donc je vais faire une belle campagne de second tour. Je vais aller chercher les électrices et les électeurs un par un dans notre bassin houillé. Là, je suis à Forbach ici et il fait, vous voyez, chaud. Il y a une belle ambiance avec les militants. Vous serez davantage et on sur va le faire terrain. une belle campagne et puis on va gagner. Est-ce que vous serez davantage sur le terrain, Monsieur Philippot, parce que je crois que les électeurs ne vous ont pas beaucoup vu ces derniers temps. Non, ça c'est ce qu'on dit des médias paresseux qui ne sont pas venus ici d'ailleurs, ou qui ont boudé parce que je ne les ai pas prévenus, je n'ai pas donné mon agenda, donc ils m'ont grondé, ils ont voulu me punir en écrivant de méchants articles, mais ce sont des journalistes qui ne sont pas venus. Oui, non, mais des journalistes qui ne sont pas venus, qui ont fait des articles depuis leur rédaction parisienne, comme BFM TV par exemple, ou d'autres qui sont venus une demi-heure comme Europe 1 et qui ont fait des articles incroyables, alors qu'ils ne connaissent pas le terrain. Bon, tout ça, c'est pas grave. Je suis grand, je pardonne tout cela et je ferai une belle campagne de second tour. Et on se retrouvera pour le second tour dimanche prochain. Merci beaucoup, Florian Philippot, d'avoir été avec nous ce soir. En Alsace, 15 circonscriptions ce soir, 13 sont détenues par des députés républicains et 2 par des élus PS. Auparavant, on va rester peut-être en Lorraine et aller du côté de Metz ? Du côté de Metz, éventuellement, on peut aller du côté de Metz, oui. Je vous attends notre collègue Mathieu Mercier à Metz, effectivement. Est-ce que vous avez un petit peu plus d'éléments à nous donner, Mathieu ? Alors on a effectivement les résultats complets de la première circonscription de Moselle, celle où se présentait Aurélie Filippetti, députée socialiste sortante. Et c'est un peu le coup de tonnerre, je dois vous dire ici à la préfecture de Moselle, puisqu'elle obtient 11,8%. Elle n'est donc pas qualifiée pour le second tour. Et ça, c'est vraiment surprenant pour ceux qui la côtoient. Il y aura donc un second tour entre un adjoint En Marche à la mairie de Metz, Belkir Belhaddad, 28%, et puis le Front National représenté ici par Laurence Burg qui a obtenu 18,3%. Alors ce qu'il faut dire ici en Moselle, c'est que cette circonscription
sur 9 ont été remportés pour le premier tour, bien sûr, par des candidats de La République En Marche. 2 ont donc été remportés par d'autres candidats. Florian Philippot, à l'instant, on l'a entendu. Et puis un autre, le maire de Sarreguemines, UDI. Voilà, donc c'est un peu synonyme de ce qui s'est passé en France, ici, avec une participation de 43%, quand même très faible, il faut bien le signaler. Et puis donc des candidats En Marche très bien placés pour le second tour de dimanche prochain, ici en Moselle. Merci beaucoup Mathieu Mercier. Voilà pour la Moselle. Intéressons-nous donc à l'Alsace. Vous avez des résultats, peut-être une première tendance sur ce qui se dessine pour la carte politique dans la région alsacienne? C'est vrai qu'il y a des résultats qu'on attend évidemment beaucoup, mais qu'on n'a pas encore, puisque les bureaux de vote ont fermé à 20 h à Strasbourg. Donc on n'a pas encore les résultats des 2 députés du Parti socialiste qui sont en attente de savoir s'ils pourront se maintenir. 3 circonscriptions à Strasbourg. 3 circonscriptions, effectivement, mais il y avait 2 députés PS à Strasbourg même en poste. La République En Marche fait évidemment de très beaux scores également, mais la droite résiste un peu quand même en Alsace. Dans le Haut-Rhin, par exemple, dans la première circonscription du Haut-Rhin, Éric Stroman est largement en tête. Il a une quinzaine de points d'avance sur la candidate de La République En Marche. Et puis Jean-Luc Reitzer, qui lui brigue un 7e mandat dans la 3e circonscription du Haut-Rhin, est en tête, mais au coude à coude avec Frédéric Stribby, qui est lui le candidat de La République En Marche. Encore un résultat du côté de Haguenau, c'est la 9e circonscription du Bas-Rhin cette fois. Un duel En Marche, les Républicains, Étienne Wolf pour les Républicains à 23% des suffrages, Vincent Thiébaut 35%. Donc là, La République En Marche est légèrement en avance par rapport aux Républicains. Et justement, puisque vous parlez de République En Marche, on va retrouver immédiatement en direct depuis Colmar l'un des candidats du renouveau de La République En Marche, Bruno Fuchs. Bonsoir. Vous êtes candidat dans la 6e du Haut-Rhin à Mulhouse. Une première analyse tout d'abord et confirmez-nous votre résultat pour ce soir. Écoutez, il nous manque trois communes, mais je suis très largement en tête avec 33 à 34% des voix. Et mon second, soit le député sortant, soit un FN, ils sont encore à touche-touche et ils seraient autour de 16%. Donc on voit une avance très importante et je voulais remercier vraiment les électeurs de m'avoir fait confiance, d'avoir fait confiance dans le mouvement En Marche. Et là, on a vraiment un vrai mouvement dans cette circonscription qui s'est mobilisé. On sent, Bruno Fuchs, que vous avez été porté par la vague, évidemment, dans une circonscription. En plus, la droite est partie divisée. Ça, c'était, on va dire, un grand bénéfice pour vous. Oui, c'est vrai, c'est un bénéfice de contexte. Mais en réalité, on fait quand même 2 à 3 points de plus que le score national. Donc il y a eu une campagne réalisée sur le terrain qui a vraiment porté. On a trouvé des gens ici. J'ai vu des gens, moi, absolument extraordinaires sur place, qui ont des projets, de l'enthousiasme, de l'énergie. Donc ils veulent qu'il y ait des choses qui se fassent ici. À l'inverse, j'ai vu également beaucoup de gens, et il y a plus de 50% des gens qui ne se sont pas déplacés, qui sont en très grande difficulté, en grande souffrance, qui cherchent justement à trouver un espoir. Et c'est aussi vers ces gens-là, et surtout vers ces gens-là, qu'il faut aller et auxquels il faut s'adresser. On a une circonscription dans laquelle on est en déclin, en plein déclin. Il faut amener des projets, il faut amener de nouvelles industries, il faut permettre aux gens de la circonscription, aux citoyens, aux citoyennes, aux électeurs, aux électrices, de pouvoir réaliser leurs espoirs. Merci Bruno Fuchs en direct de Colmar. On va quitter l'Alsace, direction la Champagne-Ardenne. Benoît Apparu, maire de Châlons en Champagne, qui ne s'est pas représenté. Eh bien, ce soir, nous avons Jean-Luc Warsmann qui est avec nous en direct, candidat Les Républicains dans la 3e des Ardennes. Des Ardennes, effectivement, Jean-Luc Warsmann, qui est qualifié pour le second tour. Vous êtes face au Front National. On peut dire que pour vous, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce sera peut-être plus facile à jouer que contre un candidat de La République En Marche. Ah, je n'ai pas entendu la question. Oui, Jean-Luc Warsmann, je voulais dire que vous êtes donc qualifié pour le second tour ce soir, face au candidat du Front National. Oui. Peut-être plus facile à jouer pour vous que si c'était La République En Marche. Écoutez, moi j'ai été clairement candidat à ce premier tour dans une démarche constructive. Je souhaite demain travailler à Paris, dans la majorité, travailler avec le gouvernement, travailler avec le président de la République. Vous savez, la situation est si grave économiquement en France et dans notre département que pour moi il n'y a qu'un seul but. Un seul but, c'est que dans 5 ans, ça aille mieux. Ça aille mieux ici dans les Ardennes, ça aille mieux en France. C'est pour ça qu'il faut que je crois que tout le monde tire dans le même sens. On a un président de la République qui propose que des personnes de droite et de gauche travaillent ensemble, dans la majorité, à l'Assemblée comme au gouvernement.
maintenant, je suis candidat pour le faire. C'est comme ça que ça se passe dans quasiment toutes les communes en France. Ça se passe comme ça en Belgique, ça se passe comme ça en Allemagne. Je suis candidat pour construire. Merci beaucoup Jean-Luc Warsmann de nous avoir accordé quelques instants. Ne bougez pas, nous allons à présent faire un point détaillé par région. France 3 Alsace avec Caroline Kellner, France 3 Champagne-Ardenne avec Vincent Tollet, France 3 Lorraine avec Francine Dubail. On se retrouve pour un dernier tour complet dans le Grand Est. Ce sera tout à l'heure à 22h15. Et la deuxième partie de nos soirées électorales sur France 3 Alsace, uniquement cette fois du Grand Est. Vous le voyez, à l'Alsace, il n'y a finalement que quelques pas. Résultats, analyses, commentaires, débats au menu de ce dimanche soir. Et les résultats qui continuent de tomber, Caroline Kellner. Oui, et les premiers résultats définitifs dans la 6e circonscription du Bas-Rhin. Laurent Furst est en ballottage favorable avec 36%, suivi de Guy Salomon pour La République En Marche à 29%. Dans la 7e circonscription, Patrick Hetzel arrive en tête avec 33% et Antoinette De Santis pour La République En Marche sera contre lui au second tour avec 26%. Dans la 8e, Christian Glich arrive en tête avec 33%. Frédéric Reiss, le député sortant, est lui à 30%. Et enfin, dans la 9e circonscription, Vincent Thiébaut pour La République En Marche arrive en tête avec presque 36%. Face à lui, Étienne Wolf pour Les Républicains à 23%. Voilà David. Et puis nous allons tout de suite dans la 4e circonscription du Bas-Rhin qui constitue l'une des surprises de cette soirée, puisque Martine Vonner, la candidate pour La République En Marche, est arrivée, on la voit à l'image, très largement en tête avec plus de 40%. Ces images ont été tournées à Trüchtersheim ce soir, dont est originaire Martine Vonner. On l'écoute et on écoute ensuite Sophie Refritsch. C'est une circonscription qui est traditionnellement à droite depuis très très longtemps, donc je suis heureuse, mais je vais garder complètement les pieds sur terre parce que ce que j'ai fait pendant 4 semaines, l'important a été en permanence d'aller au-devant des citoyens. Je vais continuer parce qu'ils ont besoin d'entendre mes priorités en fait pour la 4e circonscription. J'observe surtout qu'il y a une énorme démobilisation des électeurs de droite, tout parti confondu. Donc j'espère bien qu'au 2e tour, la semaine prochaine, tout le monde se réveillera, ne partira pas à la pêche et puis reprendra confiance parce que nous avons des idées à défendre. Allez, prenons à présent la direction de Colmar, où nous attend Nadine Lee. Nadine, avez-vous d'autres résultats concernant les circonscriptions rhinoises ? Alors David, ce sont toujours des résultats partiels, mais ce que l'on peut dire, c'est que c'est un raz-de-marée pour La République En Marche, puisque leur candidat arrive en tête dans 4 des 6 circonscriptions rhinoises. Alors Bruno Fuchs dans la 6e, Cécile Lair dans la 5e, Mulhouse, Aurélie Tacquart dans la 4e, Ensisheim, et puis Hubert Ott dans la 2e circonscription, celle de Ribeauvillé, avec à chaque fois un peu plus de 30% des voix. Même Jean-Luc Reitzer dans la 3e circonscription, le Sungo, est en difficulté. Il est talonné par Patrick Striby, le candidat de La République En Marche. Et finalement, le seul candidat Les Républicains qui résiste, c'est Éric Stroman. Et il s'agit là de résultats définitifs. Il se qualifie donc pour le premier tour. Alors, je n'arrive pas à retrouver mes chiffres. Ah oui, alors il est à 37,78% des voix. Il est largement devant la candidate de La République En Marche, Stéphanie Villemain, qui est elle à 26,24% des voix. Donc, c'est le premier résultat définitif que l'on peut vous donner. Quant au Front National, il faudra encore attendre. En tout cas, il pourrait se qualifier dans 2 circonscriptions au 2e tour, la 6e et la 4e circonscription du Haut-Rhin. Merci beaucoup Nadine. Et nous allons justement retrouver l'un de ces candidats En Marche. Il s'agit de Patrick Striby qui talonne, vous le disiez Nadine, Jean-Luc Reitzer. Monsieur Striby, bonsoir. Alors finalement, j'imagine que vous êtes satisfait parce que vous êtes très très près du député sortant. Oui, absolument. Permettez-moi d'abord de remercier les électrices et les électeurs qui m'ont fait confiance, qui ont, à travers ce vote, manifesté une volonté de changement fort qui, j'en suis certain, se confirmera lors du 2e tour. Le sud du Haut-Rhin, le Sungo, le pays des 3 frontières doivent aussi être des territoires en marche. Je vais me mobiliser avec mon équipe qui est présente ici ce soir à Saint-Louis pour faire de ce territoire un territoire d'excellence qui ira dans la droite ligne de la politique d'Emmanuel Macron au niveau national. Patrick Striby, on l'a entendu Jean-Luc Reitzer tout à l'heure. Il est remonté comme jamais. C'est peut-être la bataille la plus difficile politiquement à livrer pour lui, qui vise donc un 7e mandat. Est-ce que vous avez la même énergie, la même gagne que lui ?
Écoutez, moi je ne souhaite pas parler de Jean-Luc Reitzer ce soir. Je crois qu'il s'acharne un peu sur moi au niveau des réseaux sociaux, au niveau des communiqués de presse. Moi, ce que je souhaite ce soir, c'est rassembler. C'est rassembler toutes celles et tous ceux qui veulent faire de notre Sud-Alsace un territoire d'excellence. Je souhaiterais rassembler tous les réformistes. Rassembler ici, dans le sud de l'Alsace, tous ceux qui ont une passion pour l'Alsace, telle que ma passion, et tous celles et ceux qui ont envie de faire avancer notre région et de tourner la page d'une certaine façon de faire de la politique. Merci beaucoup, Monsieur Stréby. Jean Rotner, on était dans le Rhin, on y reste avec vous. Finalement, j'allais dire, avec Éric Stroman, c'est le seul député sortant LR qui résiste aussi bien ce soir. Une réaction face à cette déconfiture bleue ? Je ne sais pas si on peut parler de déconfiture. Nous sommes le soir du premier tour. On fera le bilan la semaine prochaine. C'est quand même mal parti pour les Républicains. Alors, c'est quelque chose qui était attendu, soyons honnêtes. Nous n'étions, je vous le rappelle, ni sortants ni favoris. Alors on ne va pas parler de défaite. On est effectivement dans un mouvement induit par l'élection présidentielle, c'est clair. Emmanuel Macron a donné une dynamique à un nouveau mouvement politique en marche. Il faut que la droite aujourd'hui, et nous le savons parfaitement, se remette en question, se réforme et se repositionne. On a entendu Jean-Luc Warsmann à l'instant, qui a une démarche tout à fait particulière, mais partagée par beaucoup de leaders politiques à droite, c'est de ne pas être dans l'opposition systématique, mais dans la participation à la reconstruction de la France qui nous est offerte. Et je crois que quand on est dans une nouvelle génération politique, on est dans des dispositions peut-être nouvelles. L'opposition systématique a vécu. Il s'agit aujourd'hui de reconstruire notre pays. C'est ça qui nous importe à beaucoup d'entre nous. Est-ce que ce type de propos n'a pas, pas seulement à droite, les socialistes aussi, n'a pas participé à brouiller les cartes en quelque sorte? Et les électeurs ont eu peut-être du mal. Tout le monde était Macron compatible à droite, les socialistes, et finalement, ceux qui s'en sortent, j'allais dire, ce sont les vrais Macron compatibles. On a même vu des majorités présidentielles sur beaucoup d'affiches. Mais vous savez, ça fait partie de la stratégie, là aussi, du président de la République, et il l'assume pleinement. Ça fait partie de la stratégie également d'En Marche. Je vous rappelle aujourd'hui que le taux de participation est faible, ça a déjà été analysé, avec probablement une assemblée très largement majoritaire pour le groupe En Marche. Trop largement majoritaire, diront certains. Il y a dans notre pays, dans les lois de notre République, des équilibres, un dialogue entre la majorité, une opposition. Il faudra là aussi la construire. Tout à l'heure, ça a été dit, l'opposition se fera peut-être aussi autre part que sur les bancs de l'Assemblée. Elle se fera dans les pouvoirs locaux, dans les régions, dans les départements, dans nos communes. La France se construit aussi de ces différences. Il faut les prendre en considération. Je crois que c'est extrêmement important. En tout cas, j'ai le sentiment en moi qu'un certain nombre de ces messages sont remontés vers Paris. On verra comment ils seront déclinés dans les temps qui viennent. Alain Fontanel, bonsoir. Vous êtes premier adjoint au maire de Strasbourg. Alors vous étiez PS, vous êtes aujourd'hui, on vous reçoit ce soir avec l'étiquette République En Marche. J'allais dire, vous avez changé d'étiquette juste à temps, c'est-à-dire que ce soir, vous venez dans le camp de la victoire. Oui, vous savez, la victoire, c'est pas celle d'un parti politique, c'est d'abord la suite logique de l'élection présidentielle. Quelque chose se passe dans notre pays depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Il y a de l'espoir, il y a un vent de renouveau. La question était de savoir si les législatives allaient confirmer ou pas cette situation. Clairement, ce soir, il y a même une amplification. Les résultats sont là. Mais Jean Rotner a raison de le rappeler. C'est le premier tour des législatives. L'Assemblée, elle sera constituée au soir du deuxième tour. Mais il se passe quelque chose et c'est important. Au fond, ceux qui accompagnent, qui soutiennent ce mouvement de renouveau, sont en tête ou en position favorable. Ceux qui ont fait le choix du conservatisme, qui refusent le changement politique, sont plutôt sanctionnés ce soir. Mais Alain Fontanel, quand vous voyez les résultats du PS, 5e parti de France aujourd'hui, en pleine déconfiture, est-ce que ça vous fait quoi? Un pincement au cœur? Pour vous, vous avez tourné la page du PS? J'ai un pincement au cœur pour les militants qui, depuis des années, se battent pour des idéaux de gauche qui sont aussi les miens. Moi, je considère que mes valeurs n'ont pas changé, mais que mon parti, lui, a changé, que ses dirigeants, nationalement, localement, l'ont trahi dans leur manière de faire de la politique, dans leur posture, dans une certaine violence aussi, dans une certaine manière d'appréhender les choses. Et je vois que Emmanuel Macron a mis comme objectif premier le changement politique, le renouveau politique. Et puis, je crois que c'est quelque chose que les Français attendent profondément. Et ce soir, ils l'ont confirmé par leur vote. Jean-Marie Braun, un mot avant qu'on aille retrouver Caroline Moreau. Oui, tout à fait.
On est loin ce soir pour la France insoumise, on est loin, très loin du score de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. Très loin, on savait très bien qu'il y aurait une dispersion des voix. Jean-Luc Mélenchon représentait finalement l'opposition à Macron et une partie de ses voix est repartie, disons, chez les écologistes ou au Parti communiste. Il n'en reste pas moins qu'au niveau de la France insoumise, quel que soit le résultat personne à personne, au niveau de l'Alsace, c'est plus qu'un succès, puisque si je regarde les quelques chiffres que j'ai pour l'instant, nous montrent que partout où nous nous sommes présentés en Alsace, alors qu'en 2012, le défunt Front de gauche flirtait avec les 2-3%, là on est plus près de 10% qu'autre chose. Donc on peut le dire, comme En Marche, on est une force politique qui s'implante. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que la France insoumise est en passe de devenir la première force politique de gauche en Alsace, sinon en France. Alors comment France insoumise est vue par les internautes? C'est l'une des questions que l'on pourrait poser à Caroline Moreau, qui est en direct depuis la rédaction de France 3 Alsace et qui scrute avec toute l'équipe. Vous allez le voir autour d'elle, évidemment, les écrans, Caroline. Oui, et on a repéré quelques commentaires de tweetos alsaciens qu'on voulait partager avec vous, qui vont peut-être faire avancer le débat de ce soir. On commence avec Lou, et voilà ce gif de Bart Simpson qui danse la gigue. Je vous laisse deviner le bord politique de cet internaute. Autre commentaire qui là pose une question. Alors, Yannick Hollande va peut-être un peu vite en besogne. On n'en est qu'au résultat partiel du premier tour, mais il pose cette question. Aucun député de droite au premier tour. Est-ce déjà arrivé en Alsace? Autre commentaire qui va faire avancer, là encore, peut-être le débat sur votre plateau. Avec la victoire du Parti En Marche en Alsace, c'est la fin du droit local. Question à poser à vos candidats. Et puis, depuis le Haut-Rhin, Louis Hector se pose des questions également avec ce score annoncé d'En Marche en Alsace. Est-ce la mort de notre histoire locale? Je vous laisse relayer ces questions à vos invités. Philippe Breton, une réaction à ce que disait Caroline. Est-ce que finalement, c'était un tsunami? Alors là, je ne parle pas de la vague Macron, mais qu'il n'y ait aucun député de droite élu au premier tour en Alsace? Ah bah oui, évidemment. Je dois dire que c'est un peu aussi une surprise. On s'attendait à ce que l'Alsace, vieille terre de droite, soit un pôle de résistance. Bon, la droite en Alsace plie, mais elle ne rompt pas encore. Nous ne sommes effectivement qu'au premier tour, même si on sent bien que dans l'ensemble de l'électorat, ce sont un peu les élections de la lassitude, de l'épuisement provisoire de la conscience civique, comme le traduit le taux de participation. Je crois que ce qui s'oppose le plus ici à un deuxième tour qui serait plus dynamique sur le plan démocratique, c'est cette idée que tout est plié, qu'au fond, il n'y a plus rien à changer et que Macron aura, comme tous les présidents de la République, de la Ve République, aura une majorité. Ce n'est pas une originalité. Aux législatives, on a toujours eu une majorité pour le président. Mais juste un chiffre quand même, et ce n'est pas pour doucher l'enthousiasme des vainqueurs, bien sûr, ils ont raison de se réjouir, mais là où au présidentiel, M. Macron avait rallié les voix de 50% des inscrits, aux législatives, en l'état actuel des choses, il n'a plus que 16% des inscrits, ce qui est un socle électoral finalement assez faible pour aborder les difficultés que ce gouvernement évidemment, aura devant lui. Philippe Breton, nous allons à présent dans la 4e circonscription du Haut-Rhin, où il y avait 15 candidats, une circonscription de la jeunesse en quelque sorte, puisque Michel Sordi ne se représentait pas. Les candidats tous très jeunes, comme Raphaël Schellenberger ou Aurélie Tacquart, toute jeune candidate pour La République En Marche, qui est avec nous. Bonsoir Aurélie Tacquart. Bonsoir. Un petit mot tout d'abord sur votre résultat ce soir dans cette circonscription. Eh bien, il est plutôt positif. Cela traduit un profond désir de renouvellement des visages et des usages. Les gens souhaitent donner une large majorité au président afin de transformer le pays en profondeur. Rappelez-nous les scores, Aurélie Tacquart, s'il vous plaît. Alors, pour l'instant, je suis à 32%, mais nous n'avons pas les résultats définitifs. D'accord. On est à 70% du dépouillement environ. Devant Raphaël Schellenberger, par exemple? Oui, devant, en première, comme je vous le disais. Cela est le travail de plusieurs mois. Les équipes sont en marche depuis très longtemps et chaque jour, les équipes amplifient. Sur le terrain, les gens aussi y prennent part. Car En Marche, La République En Marche, c'est un mouvement citoyen. Un mouvement où on a beaucoup plus de concertation, de participation citoyenne et surtout où prédomine le respect de chacune et chacun. Merci beaucoup Aurélie Tacquart. On vous souhaite évidemment une belle deuxième campagne au sein de cette 4e circonscription du Haut-Rhin. Et on va à Strasbourg. David, retrouver Marie Pouchin. Les résultats définitifs ne sont évidemment pas encore connus. Est-ce que vous avez en tout cas des tendances, Marie, à nous donner ?
Eh bien, écoutez, ici au bureau d'En Marche, on fait les additions et pour l'instant, cela se confirme. Leur candidat Sylvain Waserman est en tête, très largement en tête, de 37 à 39% de voix, très loin devant Philippe Bis, le député sortant, le socialiste sortant, qui serait à 13 points. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il y a les bureaux d'Ilkirch, une terre qui vote plutôt, qui est en tout cas traditionnellement à droite, mais les premiers bureaux de Strasbourg, une vingtaine au total, arrivent ici et la tendance se confirme. Le candidat d'En Marche serait autour de 13%. La dynamique semble donc lui profiter, y compris dans les quartiers de Strasbourg. Marie Pouchin, peut-être un mot aussi sur l'ambiance au sein de ce QG. Écoutez, c'est plutôt détendu évidemment puisque les premiers résultats sont très bons. Et puis tout à l'heure, il y avait beaucoup de monde, y compris des élus de la ville de Strasbourg. Vous savez qu'au conseil municipal de Strasbourg, certains ont rejoint le mouvement En Marche. Donc ils étaient là tout à l'heure et ils vous regardent attentivement. Merci beaucoup Marie. Et nous allons retrouver Grégory Fraise. Grégory, vous êtes dans la première circonscription de Strasbourg. J'imagine que vous n'avez pas non plus de résultats, mais peut-être aussi des tendances. Oui, je me trouve précisément dans la permanence du député sortant, Eric El-Koubi, où il règne ici, vous le voyez, une ambiance très calme et studieuse. Eric El-Koubi et ses équipes sont en train d'éplucher les résultats bureau par bureau. Et pour l'instant, eh bien, ces résultats ne sont pas très bons pour le député sortant, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque sur 19 bureaux sur les 65 que compte la circonscription, eh bien, c'est Thierry Michel, le candidat de La République En Marche, qui arrive en tête avec un peu plus de 31%. Eric El-Koubi recueillerait 14,8%, avec ensuite Jean-Marie Braume, le candidat de la France Insoumise, 12,32% et Elsa Schalk, 11,01%. Donc vous le voyez, sur un peu moins d'un tiers des bureaux de vote de cette première circonscription, eh bien la deuxième place se joue dans un mouchoir de poche. Il y a un très grand suspense pour savoir qui sera le deuxième qualifié pour le second tour. Merci Grégory. On en saura évidemment plus sur les circonscriptions strasbourgeoises. Je vous le rappelle, fermeture des bureaux de vote à 20h dans la troisième partie de cette soirée législative. Et un résultat dans la 5e circonscription du Bas-Rhin. Antoine Herth est en ballottage favorable à 38, presque 38%. Et face à lui, Unserland, le candidat d'Unserland, Gérard Simler, est à lui à 16,8%. Nous avons des invités qui nous ont rejoints. Patrick Hetzel, bonsoir. Bonsoir. Vous arrivez en tête dans votre circonscription à Saverne. J'allais dire, quand on voit ce qui se passe dans l'ensemble de la région, c'est un soulagement ce soir ? Écoutez, le soulagement, ce sera dimanche prochain si les électeurs confirment cette dynamique qu'ils ont enclenchée ce soir sur notre territoire. Je crois que rien n'est gagné. Je suis extrêmement modeste par rapport à ce score. Je crois qu'il faut maintenant encore se battre pour, là aussi, faire valoir l'expérience, faire valoir la nécessité d'un certain pluralisme du débat à l'Assemblée nationale. Et c'est ce que je vais défendre avec mes soutiens au cours de cette semaine. Continuer à aller au contact de nos concitoyens. C'est ça, je pense, que nous devons faire au cours de cette semaine. S'il y a victoire, il n'y aura pas de victoire euphorique. Vous allez rester modeste, étant donné les résultats des autres, les Républicains, candidats dans les autres circonscriptions alsaciennes. Oui, je pense que ça s'impose. Ça n'est pas le moment de l'euphorie. Par contre, ce qui est extrêmement important, et nous l'avons dit au cours de cette campagne, il y a des enjeux extrêmement importants pour notre pays. Le redressement de la France est quelque chose d'important et je crois que nous devons plus que jamais nous y atteler. Vous attendiez une telle bataille pour ces élections législatives, livrées sur le terrain, face aux adversaires, à ce message brouillé, on l'a entendu, à gauche comme à droite. André Reichert l'a dit tout à l'heure, Jean Rottner l'a dit il y a quelques instants, message des instances des Républicains qui est complètement brouillé auprès des électeurs. C'est clair que ça a été jusqu'à présent déjà une campagne difficile. Après, là aussi, quelques semaines difficiles au moment de la présidentielle, mais c'est aussi ça, arriver à convaincre, le travail de terrain, je crois que c'est ça, le contact auprès de nos concitoyens, c'est l'essentiel dans ces moments-là. Juste encore un mot, Patrick Hetzel, vous êtes, tout le monde le sait, un proche de François Fillon. André Reichert disait tout à l'heure, il va falloir tirer un bilan
bilan. L'élection présidentielle était imperdable, vous l'avez perdue. J'allais dire, il y a une espèce de fuite en avant pour ces législatives. Vous regrettez tout cela aujourd'hui? Je ne pense pas que nous soyons aujourd'hui dans une fuite en avant. D'ailleurs, nous avons d'ores et déjà tiré un certain nombre de leçons par rapport à ce qui avait été le projet de la présidentielle. Je rappelle aujourd'hui que nous disons qu'il ne faut surtout pas d'augmentation, il ne faut pas augmenter la pression fiscale. D'ailleurs, c'est aussi un point sur lequel nous allons nous battre pour indiquer qu'En Marche, avec cette augmentation d'1,7 de la CSG, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable pour nos concitoyens qui n'en peuvent plus, et surtout quand on voit les écarts par rapport à nos voisins allemands. Et nous allons à Wissembourg retrouver Christian Glich qui nous attend, qui est donc arrivé en tête ce soir devant le député sortant Frédéric Reiss. Bonsoir Christian Glich. Oui, bonsoir. J'imagine que vous êtes très satisfait ce soir. Alors écoutez, oui, forcément, je suis très satisfait puisque les électeurs ont confirmé qu'ils souhaitaient le changement et ils l'ont souhaité ici aussi dans la 8e circonscription qui est plutôt très à droite d'habitude. Et aujourd'hui, voilà, je souhaite piloter ce changement avec eux. Et pourtant, dans votre commune de Wissembourg, c'est votre adversaire qui est en tête, il nous le disait tout à l'heure. Oui, alors évidemment, si je rajoute aussi le fait que dans notre commune, un certain nombre de voix écologistes, des Insoumis et du PS représentent presque 10%, je sais que ces gens-là ont voté d'abord par conviction et que ces gens-là vont se reporter sur moi. Mais après, ce qui est important, si vous voulez, je pourrais aussi parler du score de Reichshofen où je suis en tête, celui de Gundershofen où je suis en tête, à Wörth où je suis en tête, à Lembar où je suis en tête, même à Lauterbourg. Lauterbourg, pourtant, gros soutien du maire de Lauterbourg, j'ai fait 40% où il a fait 28%. Non, je crois vraiment que les électeurs ont exprimé ce soir qu'ils souhaitaient un changement, qu'ils souhaitaient donner une majorité à notre président parce qu'il faut qu'on réussisse la France et j'espère qu'ils vont le confirmer, j'en suis sûr, dimanche prochain dans les urnes. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous depuis Wissembourg pour cette 8e circonscription du Bas-Rhin. Guy Salomon, bonsoir. Vous êtes le candidat République En Marche de la 6e circonscription du Bas-Rhin. Vous êtes très près, à 7 points du député sortant Laurent Fürst. J'imagine que vous êtes satisfait. C'est une belle performance puisque Laurent Fürst est très implanté dans cette 6e circonscription. Tout à fait. Ce soir, je suis très content. Avec nos équipes d'En Marche qui m'ont entouré, avec Louise Morel, ma suppléante. On a fait une campagne extraordinaire, humaine. On allait dans chaque village, on avait un bus, quoi, on circulait, et on a rencontré des gens formidables. Et cette proximité a joué. Le fait que je sois également chef d'entreprise, artisan, une proximité dans le travail de tous les jours, a également profité à cette campagne. Que je répète, qui est vraiment formidable. Vous pensez avoir des réserves de voix pour le second tour? Comment vous allez gérer la semaine qui vient? La semaine sera très importante puisqu'on va motiver, les équipes sont toutes très motivées et il faudra effectivement retourner dans les villages, rencontrer les gens, voir les personnes qui sont abstenues pour essayer de convaincre pour qu'ils votent pour En Marche et pour tout le... Il faudra retourner sur le terrain parce que c'est une circonscription où les électeurs veulent voir les candidats. Comme ça, il faut aller voir les candidats, il faut leur expliquer le programme aussi. Le programme qui est un projet national pour notre président de la République et pour le gouvernement. Et effectivement, et donner aussi plus de pouvoir d'achat à nos concitoyens. Parce que la CSG dont parlait M. Hetzel, effectivement, elle va augmenter un petit peu, mais aura une assiette beaucoup plus large. Et derrière ça, il y a donc le pouvoir d'achat augmenté de ceux qui travaillent. Et c'est ça qui est important. Moi qui suis chef d'entreprise, c'est ce que je préfère. Guy Salomon, on aura l'occasion évidemment de reparler de cette fameuse CSG et de cette augmentation. Et avant d'aller à Colmar, David, ce résultat définitif, on en parlait tout à l'heure de la 4e circonscription du Bas-Rhin, Martine Vonner pour La République En Marche arrive donc très largement en tête avec plus de 41% des voix face à la députée sortante Sophie Rofritsch pour Les Républicains qui obtient, elle, 23%. Allez, direction Colmar. Où nous attend Jacques Catin. Bonsoir, monsieur. Vous nous entendez, Jacques Catin? Oui, bonsoir. Un mot d'abord sur votre score de ce soir.
Ah bah écoutez, on vient de me donner le score. Je suis en retard de 2300 voix par rapport à mon concurrent, mais je note que la 3e position et la 4e position cumulées, c'est 5200 voix. Donc, écoutez, rien n'est perdu. Je crois que la ligne d'arrivée, c'est dimanche prochain, dimanche soir, et tout reste ouvert. Il y a encore quelques cols à franchir d'ici là. Jacques Attin, puisque vous avez les résultats, donnez-les-nous alors en pourcentage. Non, je les ai en termes de voix. D'accord. Je les ai en termes de voix. On vient juste de mettre les données. Est-ce que vous pouvez compter, vous, notamment, sur les votes du Front National pour le 2e tour? Écoutez, nous verrons. Je crois qu'il faut surtout compter sur les voix des abstentionnistes qui représentent quand même plus de 50%. Et j'appelle donc à la mobilisation. Je crois qu'elle est essentielle et tout reste ouvert, comme je vous l'ai dit. Comme disait Guy Salomon il y a quelques instants, vous aussi, vous allez faire une grosse campagne de terrain lors du 2e tour? Oui, bah écoutez, je crois que je suis avant tout chef d'entreprise et chaque jour est un nouveau défi. Je crois qu'on a l'habitude de se remonter les manches et je crois qu'aujourd'hui, on a surtout privilégié une étiquette par rapport à un homme. D'ailleurs, on m'a proposé la candidature En Marche, on m'a proposé cette étiquette, mais je reste fidèle à mes valeurs. Je ne veux pas dépendre d'un diktat parisien, qu'il soit d'En Marche ou qu'il soit des Républicains. Je n'ai rien signé avec personne. Vous savez, quand on est fidèle à ses valeurs, on reste droit dans ses bottes et on assume. Droit, direction le 2e tour. Merci beaucoup Jacques Attin d'avoir été avec nous. Nous allons à la rédaction de France 3 Alsace rejoindre Caroline Moreau. Alors, que disent les internautes finalement, Caroline, depuis les premiers résultats, depuis 20h tout à l'heure? Alors, ce n'est pas vraiment des commentaires d'internautes que je voulais vous proposer là, David, mais une enquête d'opinion proposée par Ipsos Steria dans le cadre d'un partenariat entre Facebook et France 3 qui est assez instructif. Savoir un petit peu quels ont été les partis qui ont suscité le plus de discussions la semaine dernière, donc juste avant ce premier tour. On constate qu'En Marche est en tête avec 41%, suivi de près par le Front National. Et loin derrière, on voit le Parti socialiste qui n'a alimenté que 6% des discussions sur Facebook dans le Grand Est. Et de quoi ont-ils parlé? Eh bien, principalement d'emploi et de chômage qui ont occupé 35% des discussions liées aux législatives. On voit également que ces internautes se sont intéressés à l'activité économique et aux questions de citoyenneté, de sujets qui préoccupent autant l'un que l'autre nos électeurs, David. Merci beaucoup, Caroline Moreau. Nadia Anneby-Gautelier, bonsoir. Vous représentez ce soir Europe Écologie Les Verts, vous n'êtes pas candidate. Qu'est-ce que ça vous fait de voir cette soirée électorale? J'allais dire, on a quasiment oublié les Verts. En tout cas, vous êtes la première à en parler ce soir. Oui. Comment dire, on ne peut être que déçu de voir qu'il n'y a pas de candidats Europe Écologie Les Verts qui se démarquent des résultats que vous communiquez. Par contre, on constate que l'écologie est au sein de tous les programmes des députés qui aujourd'hui ou des candidats qui se présentent. Et je les invite sincèrement à porter ces valeurs-là et le programme des écologistes au sein de leur propre programme. Parce que avant les présidentielles, on était à peu près à 23% d'intention de vote. Et là, on s'aperçoit que l'écologie a été divisée dans un contexte politique compliqué, complexe. Et la force des écologistes, c'est quand ils sont réunis et rassemblés. Est-ce que quand le président Macron, enfin son Premier ministre Édouard Philippe, nomme quelqu'un comme Nicolas Hulot au ministère de l'écologie, je veux dire, ça tue l'écologie par ailleurs, c'est-à-dire que les Français étaient très largement satisfaits de cette nomination. Est-ce que d'une certaine façon, ça ne tue pas le parti lui-même ou le mouvement ? Je ne crois pas que ça le tue. Enfin, le tue dans le sens des hommes et des femmes politiques, puisqu'il y a cette nomination-là. Ça donne une intention forte. Et il ne faudra pas que ça s'arrête à un acte. Il faudra qu'il y ait des actions. Et l'enjeu écologiste qu'il y a sur la région Grand Est est très important. Donc vous, qui serez en responsabilité demain, moi je vous invite à porter ces enjeux et ne pas décevoir les électeurs et les électrices qui ont envoyé des messages assez forts. Ce soir, on le constate. Même dans l'abstention. Donc, peut-on se réjouir de ce taux d'abstention aussi fort à travers les programmes qui seront proposés demain? L'alliance passée par votre candidat avec Benoît Hamon pour la présidentielle, très très tôt dans la campagne de la présidentielle, ça n'a pas été une erreur selon vous? Je ne pense pas. Yannick Jadot, quand il s'est rallié à Benoît Hamon,
il s'est rallié en disant que c'était le programme écologiste le plus fort et le plus intéressant qui correspondait le mieux aux valeurs que nous portons depuis des années. Donc il s'est rallié à un programme, il ne s'est pas rallié à une personne, il s'est rallié en fonction de tout ce qu'on a envoyé comme message écologiste. Philippe Breton, Europe Écologie Les Verts, un parti dont on n'a quasiment pas entendu parler ce soir, un message très faible finalement en Alsace. Qu'est-ce que vous expliquez, comment vous l'expliquez cela ? Oui, et d'ailleurs c'est dommage sur le plan historique, puisque les Verts ont toujours eu une position très forte ici. L'écologie politique a d'abord eu ici un terreau associatif très très fort, mais je crois qu'il a pâti de la situation de la gauche, de ce qui s'est passé au Parti socialiste, de ce qui s'est passé aussi avec les Insoumis. Je crois que là, les Verts ont été pris en tenaille d'une certaine façon, et pour l'instant, l'avenir n'est effectivement pas tout à fait ouvert pour les Verts dans la période qui va suivre. Philippe, je reviens au résultat définitif que l'on a pour l'instant. À quelques exceptions près, ils sont finalement assez serrés aussi entre les deux finalistes. Oui, j'ai fait absolument tout à fait serré. J'ai fait un petit total, sous toute réserve, bien évidemment, d'analyser les chiffres plus en profondeur. Mais on a, pour le Bas-Rhin en tout cas, 3 candidats, les Républicains, qui sont en bonne place, qui peuvent espérer avoir un espoir fort pour le deuxième tour. On a 4 candidats en marche. Il y a une situation qui est un petit peu comme ça en ballottage. Donc on voit que la droite, encore une fois, elle a plié, mais elle n'a pas cassé. Elle a, encore une fois, des positions assez solides, notamment dans le nord de l'Alsace. En Marche, évidemment, doit une partie de son score au milieu urbain, puisque, évidemment, l'électorat de M. Macron se recrute beaucoup dans les zones urbaines. Et on va tout de suite à Colmar retrouver Nadine Lee. Est-ce que vous avez d'autres résultats à nous donner ? Non, Caroline, pour l'instant, un seul résultat définitif, c'est dans la première circonscription de Colmar. C'est Éric Stroman qui se qualifie pour le deuxième tour avec 37,78% des voix, largement devant la candidate de La République En Marche, Stéphanie Villemain, qui est elle, à 26,24% des voix. Pour 4 autres circonscriptions, ce sont les candidats de La République En Marche qui sont en tête. Et concernant le Front National, il faudra attendre les résultats définitifs, mais il pourrait se qualifier pour le deuxième tour dans 2 circonscriptions, la 4e où Sylvain Marcelli et talonne Francis Hilmeyer de l'UDI, et puis dans la 6e circonscription où Alain Favaletto du Front National est en duel avec Raphaël Schellenberger pour les Républicains. Merci beaucoup Nadine. Philippe, là aussi, il y a du nouveau. Je le disais, Unserland au deuxième tour, et il pourrait y avoir des candidats Front National dans différentes circonscriptions du Haut-Rhin. Oui, c'est une des originalités de cette élection. Unserland parvient à se hisser effectivement au deuxième tour avec un score qui n'est pas immense, 16,85. Il n'a pas 12% des inscrits, si on voulait revoir se caler par rapport à cette loi électorale, mais il est présent au deuxième tour. C'est évidemment la présence d'Unserland et les scores qu'ils ont fait dans différentes circonscriptions. C'est la conséquence de la blessure que l'Alsace a subie au moment de la grande région, je crois, directement. Mais cette blessure ne s'est pas, malgré tout, Unserland n'a pas capitalisé complètement cette blessure alsacienne qui s'est répartie sur d'autres candidats qui ont pris position sur la grande région. Ça veut dire des cartes complètement rebattues quand même ce soir au vu de ces premiers résultats ? Totalement rebattues. Je vous avoue que moi-même je suis surpris. Je pensais que la droite résisterait mieux. On pensait au vu des chiffres que la droite résisterait mieux. Je crois que c'est effectivement, on a déjà beaucoup parlé de l'abstention, mais c'est le repli des électeurs qui a permis au fond au candidat de Macron de rester, à l'énergie de Macron de rester, même s'ils sont malgré tout très, très minoritaires. C'est le repli général, cette lassitude dont on parle souvent. C'est depuis février, je crois que nous sommes en campagne électorale, ça fait beaucoup, et il y a encore une semaine. Et sans compter les primaires pour les précédentes élections. Philippe Breton, comment justement les électeurs qui ne sont pas allés voter aujourd'hui, les abstentionnistes, comment les différents partis politiques vont essayer d'aller les séduire, les repêcher pour les amener de leur côté ? Je crois que ça va être très difficile parce que ce ne sont pas n'importe quels électeurs. Je crois que on a vu ici, par exemple, nous avions M. Gnedig tout à l'heure sur ce plateau, ces électeurs ont été divisés par 4. Il est passé de 20 000 électeurs du Front National qui sont passés de 20 000 à 5 000. C'est le signe qu'on a là un électorat qui n'est pas un électorat très dur idéologiquement, c'est un électorat qui, encore une fois, est dans une position de défiance vis-à-vis des institutions, de défiance vis-à-vis des élections, de défiance vis-à-vis des législatives, et qui s'est replié dans cette posture de sécession. On le voit dans tous les bastions du Front National, il y a un recul, et je crois que ce recul, même avec les efforts que vont faire les différents candidats, ça va être très difficile d'aller chercher cet électorat. Et il y a aussi la part
je dirais, populiste de l'électorat de M. Mélenchon, qui lui aussi s'est replié et a replié dans l'abstention et qui, elle, à mon avis, ne se mobilisera pas beaucoup au deuxième tour. Patrick Hetzel, avant de se quitter d'un mot, ça va être 2 fois plus fort la semaine prochaine parce que vous êtes l'un de ceux qui a une chance de l'emporter. Il est clair qu'il va falloir se battre. Philippe Breton vient de l'indiquer. Nous allons aller au contact notamment des abstentionnistes. Nous allons aussi, là aussi, continuer à convaincre. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à faire. Mener campagne jusqu'au bout pour, là aussi, faire le maximum pour l'emporter. Les abstentionnistes, on les cherche où? Parce que tout le monde dit on va les chercher. Mais où on cherche un abstentionniste? Ah ben écoutez... Déjà, vous allez espérer qu'il ne fasse pas beau dimanche prochain. C'est vrai. Mais ce sont les sorties d'usines, c'est dans les gares, c'est sur les marchés. Enfin, il n'y a pas de... c'est aussi le porte-à-porte. Il n'y a pas de règles arrêtées. Mais en tout cas, c'est surtout beaucoup d'efforts. Et je crois que c'est aussi ça, la chance quand on fait de la politique. Il faut aller au contact de nos concitoyens. Et c'est ça qui est la grandeur aussi de la politique. Merci beaucoup. On se retrouve tout à l'heure, 22h15, dernière partie, évidemment. Pour l'instant, c'est Carole Gessler et Francis Letellier. C'est l'édition nationale. À tout de suite.